Bonjour tout le monde, vendredi 10 avril 2020, nous voilà au 25e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus. Ce week-end c'est Pâques et je continue à vous lire Mon ex, la mort et moi, chapitre 25. Ce n'était pas une sensation très agréable d'entendre sa voix se mettre à trembler devant sa propre mère. Ma mère restait immobile, et ma mère ne reste jamais immobile. Ma mère préfère même aller faire ses courses quand le supermarché est vide, car cela lui évite de rester immobile. Les gens toujours en mouvement deviennent des statues quand ils arrêtent de bouger, pensais-je. Elle. Partons du principe que je vienne. Comment on va y aller? Moi. Ben, dans ta voiture. Elle. Ben, n'importe quoi, il n'y a pas assez de place pour 3 personnes avec les bagages et tout. Avec les bagages et tout, pensais-je. C'est vraiment du super allemand. C'est faux, mais bien plus proche de la réalité que si c'était vrai. Moi. Nous sommes 4. Elle. Parce que ton nouvel ami vient aussi me demanda ma mère complètement hébétée. C'est justement la raison pour laquelle on part, pensai-je, et je savourais la vitesse émotionnelle que ma vie avait adoptée. Elle. Tu es vraiment la seule raison qui peut pousser à reprendre la cigarette. Mon nouvel ami doit venir aussi. Il ne va pas très bien en ce moment. Je jouais le tout pour le tout. Franchement, il ne donne pas l'impression. Il est pourtant de bonne humeur, un super type. Pour être honnête, il n'est pas si super que ça, dis-je en brisant son enthousiasme. Fais attention à ta manière de me parler. Il est tout à fait différent de toi. Moi. On pourrait te changer de sujet, s'il te plaît. Elle. Alors reprenons l'histoire des Huguenots, histoire que les Huguenotes prennent note. Tu veux que toi, moi, ton ancienne petite amie et ton nouvel ami partions dans ma voiture, dans le sud, rendre visite aux riches grands-parents et à leur fille, c'est-à-dire la mère de ton enfant. Moi. Exact. Elle. Et quand? Moi. Bah là, maintenant. Elle. Maintenant, c'est-à-dire tout de suite maintenant? Moi. Oui, si ce n'est pas tout de suite, alors quand? Qui n'avance pas, recule. Elle. Ça te ressemble tellement de penser qu'on peut tout laisser en plan comme ça. Qu'est-ce qui va arriver à la maison? C'est un vrai scandale ce qui se passe ici. Moi. Je t'ai dit qu'on allait clarifier tout ça dans les prochains jours. Ce qui m'épuisait aussi complètement, c'était qu'à présent, il ne fallait plus seulement que je jongle avec mes 5 mensonges habituels qui avaient pris leur place dans ma vie normale. 1. Je vais très bien. 2. Oui, je m'en suis occupée. 3. Bien sûr que j'y pense. 4. Ça ne doit pas se reproduire. Et 5. Je suis tout à fait de ton avis. À présent, il fallait que je bâtisse des mensonges, hauts comme des gratte-ciel, et en plus de ça, je devais envisager que la mort puisse toujours avoir sous le coude je ne sais quelles règles et quel scénario de menace qui compliquent encore plus toute l'histoire. J'avais l'impression d'avoir tellement de choses à faire et à organiser que j'avais totalement oublié de réfléchir à mon propre cas. Ce que je trouvais bien, au moins, je respectais un principe essentiel de ma vie, ne pas réfléchir. Où j'en étais au juste maintenant? Quelque part entre la vie et la mort, quelque part entre moi et cette responsabilité comique et cosmique que j'assumais soudain pour d'autres personnes. J'étais censée être le trophée au centre d'un affrontement avec la mort? Les matchs de foot auxquels j'avais assisté jusque-là, et la triste pensée que je n'assisterais plus à aucun me traversa l'esprit, avaient été la plupart du temps si peu importants que je n'avais vu qu'une seule fois un match pour lequel un trophée était en jeu. Et alors, tout est devenu clair. J'étais l'ironie du destin. Et l'ironie du destin regardait à présent sa mère avec des yeux de coquère. Dis oui, dis-je. Elle. Arrête de me regarder comme ça. Ça marchait. Arrête tout de suite de me regarder comme ça. Je ne t'ai donc rien appris, demanda ma mère. J'étais sur le point de gagner. Si, ça. Et je lui ai lancé un regard comme si j'étais le meilleur coquère du monde. Elle. Je conduis du début à la fin. Mais je conduis du début à la fin. Moi. Ok. Elle. Et c'est moi qui choisis la musique. Je n'ai pas envie d'entendre vos âneries à la mode. Moi. Mais je veux aussi écouter l'émission de foot. Après tout, je savais que ce serait probablement la dernière émission de foot de ma vie. Elle. Non. Moi. Ok. Elle. Et tu t'assois à l'arrière. Je ne supporte pas quand tu es assis à côté de moi et que la tôle du plancher est enfoncée parce que tu freines toujours en même temps. Ton gentil ami s'assoit devant. Je me réjouissais. Je me réjouissais à l'idée d'un voyage à côté de Sofia. Un voyage dans la sensation la plus pure que j'ai jamais éprouvée et que je ne comprenais pourtant pas dans sa complexité. Un voyage en voiture, à quelques centimètres à peine de la femme qui me traitait comme un menuisier et valut le bois qui lui a été livré pour en faire la plus belle des tables. Je respirerais en ayant conscience que j'inspirais les molécules sortant de ses poumons. Je regarderais sa main et j'essaierais d'évaluer au millimètre près la distance qui la séparait de la mienne. Je ferais semblant de regarder par la vitre, à droite, mais je tenterais en réalité d'observer Sophia du coin de l'œil gauche, sans même qu'elle le remarque. Et même si je savais que mon monde devait disparaître demain, je partirais aujourd'hui dans une petite voiture avec ma mère, Sophia et la mort en direction du sud, pour rencontrer mon enfant et le sauver. Et que sais-je encore, pensais-je. Et je me dis,
Et encore une connerie de la Bible. Sauf que ce n'est pas une connerie de la Bible, c'est une connerie de Luther. Et je me dis, on ne reconnaît les vrais athées que sur leur lit de mort. On ne m'accorde même pas ça. Et je me dis, les hommes sont des imbéciles, imbus d'eux-mêmes dans la vie, et des imbéciles craintifs dans la mort. Mais sur les petits îlots de vérité entre les deux, les hommes sont ce qu'ils sont. Des imbéciles qui se sont rendus compte que ce sont des imbéciles. Et puis je me dis, les généralités sont vraiment la dernière chose dont on puisse avoir besoin maintenant. Et je me mis à penser les conneries habituelles auxquelles on pense quand on se réjouit d'avoir réussi à convaincre sa mère de faire quelque chose. Mère. Alors faisons demi-tour. Il faut encore que je cherche ma valise. Tu as emporté assez de slips ? On se pliait sous la portière ouverte du coffre de la petite voiture de ma mère et on casait nos affaires. Ma mère s'affairait devant sa voiture avec moi, une femme magnifique et un homme en costume noir, et elle comptait de toute évidence partir pour plusieurs jours. Nous éveillions l'intérêt de toute la rue. Un voisin traversa la rue d'un pas lourd jusqu'à nous, en tenant dans sa main une tasse à café sur laquelle était écrit « I am the boss ». Si mes informations étaient justes, et ma mère informait mieux et avec plus de détails que les services secrets américains ne le feraient jamais, ce voisin allait fêter très bientôt ses noces de bois avec le chômage. « Dis-moi, où est-ce que tu veux aller » demanda-t-il. « Nous allons rendre visite à mon petit-fils, dit ma mère avec fierté. Je ne savais pas du tout que tu en avais un. Dis-moi, ce serait pas ton fils ? Ça alors, ce que t'as grandi. Mais tu as déjà fêté un certain nombre d'anniversaires, hein ? Charmant, charmant, glissai-je. Et quand est-ce que tu reviens ? Demanda le voisin à ma mère. Bouf, ça durera sans doute un jour ou deux. Tu veux que je m'occupe de tes fleurs ? Dit le voisin, faisant ainsi appel au plus haut niveau de responsabilité dans le village. Ma mère répondit. Je n'ai que des cactus, ils s'en remettront. Et en plus, je n'ai qu'une bière dans le frigo, donc ça ne vaut pas le coup pour toi de venir t'en occuper. Toi alors, tu as toujours le bon mot qui fait mouche. Ça, il faut le reconnaître. Tu sais, si j'étais un peu plus jeune, Il faut qu'on y aille, dis-je à la cantonade. Je ne savais pas ce que je voulais dire par là au juste, mais je savais qu'il était temps que je mette fin à la conversation. On se répartit devant chacune des 4 portières de la voiture pour y monter. Je vous aide à sortir de votre place. Mais les mouvements du voisin, pendant que ma mère faisait marche arrière, étaient tellement exagérés qu'on aurait dit un aiguilleur du ciel essayant de faire atterrir un avion de chasse, non pas sur, mais juste à côté d'un porte-avions. Il picole et il picole et il picole. Le foie de ce type doit ressembler à un fromage suisse. Mais il reste quand même en forme. Il finira sûrement centenaire, dit ma mère. Pas tout à fait, mais pas loin, dit la mort, tandis que ma mère descendait tranquillement notre petite rue grise en première. Je boxai la mort par derrière d'un coup vif contre son omoplate, qui dépassait du dossier. « Mais c'est vrai, dit la mort d'un air indigné, et je sifflai entre mes dents. « Ferme-la. Tu arrêtes de me donner des coups, là, derrière, et articule quand on parle. On n'arrive pas à te comprendre. Enlève le torchon que tu as dans la bouche, dit ma mère, endossant ainsi le rôle de guide du voyage, et elle poursuivit. Et nous deux, Sophia, on rend ce groupe de touristes un peu plus présentable, non ? Ça, c'est sûr, ma très chère, répondit Sophia. Ma mère était d'excellente humeur. Ah, c'est super avec vous. Super, super, super. C'est parti. Vous savez quoi ? Il est temps de regarder à quoi ça ressemble tout ça. Je veux dire, je ne suis plus si jeune. Allons, allons, dit la mort. Non, non, et ma mère, en changeant de vitesse, posa négligemment la main sur sa cuisse. La mort se retourna et me lança un large sourire. Il faut simplement regarder comment on regarde tout ça. Cette façon qu'avait ma mère de parvenir à expliquer le monde avec le mot « regarder ». D'ailleurs, regarde donc si quelque chose vient par la droite, dit ma mère à la mort, et j'hésitai à demander à la mort son degré de familiarité avec le code de la route et la vitesse d'objet en approche. La voie est libre comme un oiseau dans le vent, répondit la mort, et ma mère laissa échapper un cri aigu. Ah ! Il est temps de regarder à quoi ça ressemble tout ça. Je ne suis plus si jeune. Je n'ai vu mon petit-fils qu'une fois, et voilà que mon fils passe me voir, me demande de l'aide à amener ma future belle-fille préférée, et en plus mon énergumène de fils vient à la maison avec un ami tout à fait normal. Et puis ces 3-là m'embarquent dans un voyage en voiture en plus. Il faudra que je raconte ça à mes copines. Elles seront vertes de jalousie. Tandis qu'elle se laissait glisser dans ses pensées, elle augmenta un peu le volume de la station de musique classique à la radio, et on tourna sur la route de campagne qui devait nous mener à l'autoroute en direction du sud. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain et prenez bien soin de vous.